Donc dans ce deuxième mercredi, de façon assez exceptionnelle, puisque normalement il y a toujours Frédéric Baudet qui est là, comme il est en voyage, nous avons proposé de faire un sujet qui pouvait paraître très pudique, mais tout à fait sérieux, c'est de poser la question de la place de la représentation du sexe, notamment et de la sexualité dans le bijou, et voir comment dans notre culture on est en pleine évolution. Et donc pour cela, nous avons demandé à Faust Cardinali, ici présent, bijoutier et artiste, de présenter son travail. Ou artiste et bijoutier, donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui déjà aime la contradiction. Et surtout, Christian Lambert, qui est à côté de moi, qui est commissaire d'exposition et qui est surtout beaucoup plus spécialiste de l'art contemporain et notamment des performances, plus spécialiste que moi, de venir et de nous montrer, donc nous allons voir aussi, nous montrer, nous dire ce qui se passait par rapport au rapport à la sexualité dans l'art et les conséquences que ça pouvait avoir. De mon côté, puisque je suis plus historienne, je me suis ancrée dès le début de l'histoire du bijou pour voir dans l'histoire du bijou comment était représenté le sexe, qu'il soit homme ou femme, s'il était représenté et pourquoi et où est l'évolution. Et donc, à ces trois exemples passés, qui est plus l'héritage, présent, qui va être plus la désinhibition, et la place de Faust qui va nous montrer un exemple très concret de ce travail d'artiste, parce que là c'est aussi quand même à ce niveau-là qu'il est ici. J'ai demandé à Karine Lacman, qui est assistante de conservation et qui s'occupe donc des collections de bijoux contemporains, de venir et nous dire aussi par rapport au public, quel est le discours par rapport au public, par rapport à ce type d'objet, si jamais il était acquis, si jamais il était exposé. Et puis de toute façon, il a été un peu exposé, puisque dans ces lieux mêmes, il y a eu des bijoux, notamment dans l'exposition qu'il y avait sur la céramique. Il y avait eu des bijoux que nous allons vous montrer qui étaient très orientés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc voir aussi par rapport à un public qui ne s'attendait pas à voir la sexualité quand on est en train de parler de bijoux, quelle est sa réaction. Et puis, à côté de Karine, Esther de Bossé, qui dirige la galerie Minimaster Peace. Chaque fois je le fais. Et Minimaster Peace, dans sa galerie Minimaster Peace, elle expose, elle met en vente des bijoux, notamment essentiellement d'artistes, que d'artistes. Enfin, parfois, ce sont des bijoutiers artistes, on va dire. Voilà. Et donc, nous trouvions à propos de voir le regard d'une galeriste qui met en vente des bijoux, et notamment les bijoux de Faust Cardinali, et de voir quel est le discours vis-à-vis du public. Parce que quand même, la grande différence entre l'art tel qu'il soit et le bijou, c'est que là, on l'a encore. Donc là, la sexualité, elle est directement, visiblement ou non marquée. C'est l'idée d'aujourd'hui, de savoir jusqu'où l'artiste va aller, jusqu'où on peut aller, et où est l'héritage, et où il y a des émissions aujourd'hui. Alors pour ce faire, je vais quand même reprendre le texte. Pour ce faire, je suis remontée un peu haut, parce que je crois que la vraie raison de ce qui nous touche, on doit le prendre tout au début. Et tout au début de l'histoire, il est intéressant de voir quand la sexualité est représentée en public et quand elle est de l'ordre du privé. Et le public et le privé va induire des fonctions différentes dans le bijou. Et pour nous, du coup, effectivement, des façons de penser, de voir et de faire qui vont être différentes. Alors, si je dois répondre à la question le sexe a-t-il sa place dans le bijou? Si je m'intéresse aux bijoux de la préhistoire, je vais devoir répondre oui, car il y a énormément de bijoux phalliques dans la préhistoire et même de représentation. Alors, dans la représentation de l'homme, ce qui est intéressant, et surtout à l'époque paléolithique, donc vous êtes dans les années moins 35 000 jusqu'à peu près moins 12 000, dans les années paléolithiques, l'homme
est représenté, j'allais dire, dans un corps qui n'a plus de forme, sauf le phallus. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques et une des grandes différences avec la représentation féminine, c'est que la représentation des hommes se distingue tout de suite parce qu'en plus, c'est un phallus en érection, et parce qu'il n'y a pas d'épaule, alors qu'il pourrait très bien le faire, et parce qu'il n'y a pas de hanche étroite. Étonnamment, lorsqu'on a une représentation de femme, ça va être différent. On va avoir des représentations en volume, ça suffira de le dire, et très marquées, beaucoup plus naturalistes que pour les hommes, qui sont beaucoup plus symboliques. Là, je suis en train de vous montrer et une gravure et une sculpture. Effectivement, à chaque fois, vous voyez qu'on ne joue pas à cache-cache. Quand on veut dire les choses, on les dit. Très souvent, là, le sexe des femmes est représenté à l'époque préhistorique par des grandes fentes. Et alors, cette volonté de représenter une sexualité, enfin un sexe plutôt de femme, peut arriver parfois à faire des, j'allais dire, anormalités. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Venise de Montpensier, une des grandes caractéristiques, c'est qu'elle a le sexe mis devant pour qu'on le voit. Donc ça montre quand même l'importance qui est donnée. Sachez que on a énormément, de représentations de femmes, de vulves de femmes sans corps. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous montrer un bijou, puisque c'est un pendentif, mais dans la représentation pariétale, il y a plus de représentations de femmes que de représentations d'hommes. Et très souvent, c'est un corps morcelé. C'est-à-dire que dans la représentation préhistorique, on a énormément de parties de corps. Et quand on est dans la partie de corps de la femme, ça va être le sexe de la femme, avec des réponses sur la signification que l'on ne sait pas toujours, et donc je vous dirai les différentes propositions qui sont faites. Ce que je voudrais vous faire remarquer dans ce bijou, c'est que le côté naturaliste est vraiment très présent. Donc finalement, l'hyper-réalisme existe dès le début, et que dès le début, on ne joue pas un cache-cache, c'est vraiment ce que c'est. Alors, on en a des moins, j'allais dire sculpturalement parlant, moins précis, mais quand même tout aussi parlant. Il faut que vous sachiez qu'on en a dans toute l'Europe. Pour la représentation et même pour les femmes, on va en avoir jusqu'en Pologne et même en Russie. Ça sert de pendentif. Comme on n'a pas le texte écrit qui nous dit à côté ce que c'est, on ne sait pas forcément. Mais sachez qu'il y a quand même un grand déploiement de représentation. On en a d'autres. On en a... alors là, on ne sait pas, pour celui de gauche, s'il était porté. Celui de droite ne l'était pas, c'est juste pour que vous en ayez des exemples. On sait qu'il pouvait donc y avoir des phallus à tête humaine. On sait aussi que dès la préhistoire, on a des phallus à double tête, si je puis dire. Si je vous dis ça, c'est parce que ça va être repris à l'époque, on en connaît à l'époque romaine et à l'époque gallo-romaine. Donc c'est quelque chose qui va continuer. Forcément, il y a quelque chose de vivant. On ne fait pas une tête au bout d'un phallus pour ne pas dire c'est pas une image non pensée. Donc forcément, comme on sait qu'il y avait un raisonnement derrière, forcément, on va vers le symbole plutôt que un objet qui aurait une fonction. Il n'y a pas de fonction érotique dans ce type de bijou. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous voyez que la représentation sexuelle, même dans le bijou, donc même portée au corps, est tout à fait banalisée. Pour les représentations de femmes à l'époque paléolithique en Europe, je crois qu'il y en a plus de 200. Pour les représentations d'hommes, il y en a près de 73, si j'ai bonne mémoire, enfin on est dans les 73-80, c'est quand même assez important. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on se pose donc la question si est-ce que derrière c'est purement du symbole, et derrière est-ce que c'est du symbole pour la procréation, donc un symbole de bon augure, ou est-ce que
finalement, il y a une partie plaisir qui serait indiquée à travers ces objets. Alors là, ça reste bien sûr un mystère. Il y a une réponse qui a été donnée récemment, en disant oui, mais pour les femmes, il n'y a pas que ce qu'on appelle gentiment le périnée ici, qui a été représenté beaucoup plus rarement. Je vous signale que pour les bijoux, c'est beaucoup plus des phallus en érection que des vulves de femmes. Cet exemple-là, il est tellement rare qu'à un moment, on s'est même posé la question de savoir s'il était bon, si ce n'était pas un faux du 19e. Donc, il s'avère que faire un faux du 19e dans un objet qui est aussi atypique, on n'y a pas cru. Donc du coup, maintenant, il est validé, cet objet. Hein. Avec un côté anatomique, au niveau musculaire notamment, assez incroyable. La représentation, pour reprendre mon idée, donc la représentation des femmes, outre les parties anatomiques, très souvent ce qui est représenté, voilà, vous avez aussi le pubis, et très souvent ce qui est représenté, ce sont les fesses. Et du coup, en ce moment, on est en train de se poser la question si on représente des fesses dans la représentation des femmes, c'est plutôt le côté érogène, donc c'est plutôt le côté plaisir. Et donc à la fonction purement symbolique, en ce moment, il y a un autre courant de pensée qui est en train d'arriver en disant mais peut-être qu'ils aient représenté aussi le désir. Et ça serait quelque chose d'assez nouveau parce que on est dans la représentation des images, et il n'y a que là-dessus dont on peut se baser, sur laquelle on peut se baser. Dans la représentation des images, pour l'instant, on y voyait plutôt des symboles. Voilà. Une chose assez incroyable, c'est que d'un même objet, on a la femme et l'homme à la fois. Donc là, je vous montre vraiment les femmes calipiges, donc bien fessues, l'objet bien fessu, et de l'autre côté, c'est la pointe d'un sexe, donc d'un sexe d'homme. Donc du coup, on a les deux mêlés. Et ça aussi, c'est assez intéressant de voir l'association entre l'homme et la femme, complètement désinhibée, qui peut être montrée. Ce qui est très rare et ce qui est absolument exceptionnel, c'est de voir des rapports humains. Et alors c'est d'autant plus rare, là on n'est pas dans le bijou, c'est d'autant plus rare à la préhistoire qu'il y a très peu de scènes. On a peu de scènes de chasse, on a plutôt des éléments pour le corps, des éléments de corps, je vous ai dit des parties de corps, que des scènes entières. Donc cette scène-là est donc un rapport de couple face à face. C'est absolument rarissime. Donc ce qui m'intéresse quand même, c'est que même si cette scène est rare, de toute façon, elle est désinhibée. On n'est pas en train de cacher, on est vraiment dans la réalité crue. Et cette réalité crue, elle va rester, c'est-à-dire les représentations de phallus dans l'Antiquité sont extrêmement nombreuses, et là où ça va vraiment se développer, parce qu'on en a beaucoup d'iconographie sur les vases, sur les murs, en sculpture, etc., c'est bien sûr en Grèce. Alors là, je vous dis, c'est pas un exemple grec que je suis en train de vous montrer, mais je l'aime tellement que je vous l'ai mis là. Des exemples grecs, vous en trouverez beaucoup. Il suffit d'aller à Athènes, il y en a des vitrines pleines. Effectivement, c'est lié à Priape, donc Priape qui était entre autres le fils de Dionysos et de Vénus en grec, Aphrodite. Et Priape, s'il était honoré, il était donc représenté. Et Priape, il était le protecteur des cultures et des moutons, des bergers, des vaches. Et donc, il était représenté, par exemple, dans son jardin lorsqu'on avait de la culture. Donc, Priape, c'est un homme en érection. Donc, la représentation du corps de l'homme, notamment en érection, on peut imaginer de nombreux jardins, était beaucoup moins codifiée et bannie qu'aujourd'hui. Donc là, cette vision du sexe, et même du sexe porté, puisque là, c'est une amulette qui va être portée, était complètement banalisée, puisqu'au contraire, c'était le symbole du Dieu, de la divinité qui était avec soi. Là, si je vous montre celui-là en ambre, il est d'autant plus important qu'il a été utilisé de l'ambre, c'est-à-dire, là, c'est un objet qui a été trouvé en France,
pour nous, l'ambre est une des grandes matières précieuses de l'Antiquité. Donc, du coup, si on fait un phallus en ambre, c'est un phallus qui coûte. Et donc, c'est un phallus d'autant plus précieux. Et c'est un phallus qui, à partir du moment où on y ajoute du précieux, doit avoir d'autant plus peut-être de pouvoir, mais en plus qui montre aussi le statut social de la personne. En effet, tous ces symboles phalliques ne sont pas liés à un niveau social, c'est lié à une culture. Donc on vient se protéger. Donc ce phallus, il est aussi important qu'une main de Fatma aujourd'hui, ou n'importe quel autre gris-gris qui viendrait éloigner le mauvais œil. Et surtout, protéger le jardin, protéger la fécondité, protéger l'élevage, le cheptel. Alors, je vous montre un exemple qui m'amuse beaucoup parce que je trouve que lui mettre des petites ailes d'ange, c'est quand même tout d'un coup beaucoup plus poétique. Alors, les bijoux que je suis en train de... Ce sont vraiment des bijoux. D'ailleurs, pour vous en donner la preuve, j'en ai mis un dans ma propre main. C'est parce que là, vous voyez quand même la taille, ce sont entre les grands que je montre et la taille réelle, c'est l'autre côté. C'est le même bijou. C'est sûr que là, c'est surdimensionné, alors que si on passe à la réalité, vous voyez, ce sont vraiment des bijoux amulettes. Alors, ce matin, je parlais avec un spécialiste gallo-romain, parce que ma question était la suivante. Est-ce que ce sont des bijoux qui sont portés par des femmes ou est-ce que ce sont des bijoux qui sont portés par des hommes? Et ceci, à l'époque grecque, romaine ou gallo-romaine, que ce soit le phallus en ambre ou le phallus en bronze que vous voyez là, ce sont des bijoux gallo-romains, les exemples que je vous montre. La réponse, il était surpris de ma question, d'abord parce qu'il visiblement, il ne s'était jamais posé la question. Il m'a dit, a priori, ce sont des bijoux d'hommes, ce ne sont pas des bijoux de femmes. Donc ce sont les hommes qui portaient, sans être cachés, ces amulettes phalliques. Alors, est-ce que c'est vraiment lié à la fécondité? Ne le croyez pas forcément. C'est vraiment un objet pour éloigner le mauvais œil. Et ce qui est intéressant, c'est que au lieu d'être attractif, c'est plutôt un objet répulsif. Mais avec ces deux petites ailes, c'est vrai que ça lui donne des ailes, mais surtout une petite notion d'ange. Donc du coup, ça le rend beaucoup plus sympathique. Alors ça, c'est vraiment une version gallo-romaine. Je vous remontre en petit. Et alors, je saute dans le temps pour vous expliquer que de ce rapport où le corps était montré et le corps était complètement désinhibé puisque c'était un symbole autant qu'une main, c'est pour ça que je vous ai parlé de la main de Fatma qui enlève... Il y a des artistes qui produisent ou qui font produire la plupart du temps des bijoux, qui revisitent, quand ils ne se contentent pas de réduire, des formes déjà explorées dans leur production plastique. Donc c'est une sorte de rapport entre une synthèse et une miniaturisation de ce qu'ils font dans le champ de plastique. Donc sans pour autant être une production négligeable, je ne veux pas du tout minimiser le travail des artistes qui font des bijoux. Ça n'en reste pas moins exceptionnel, parce que généralement, si on prend tous les artistes de l'époque moderne, Giacometti, Dali, Picasso, Ernst, même Maurice Bourgeois, en fait, ils font relativement très peu de bijoux à chaque fois. En fait. Picasso, oui, mais lui c'est un peu différent parce qu'il est aussi très dans la céramique, dans plein d'autres choses. C'est vrai. Mais si on prend Nikita Fall, ouais. Alors tu vas pouvoir en parler. Ça reste quand même minime dans leur... Généralement, c'est jamais exposé avec leurs œuvres. Oui, mais même quand ils les font, c'est très rare qu'elles soient exposées dans leur rétrospective ou... Il faut que ça reste rare et précieux aussi. Bon, ce sera peut-être l'occasion d'en parler plus. Donc, de l'autre, je vais parler de ce qu'on connaît un peu plus, qui sont les bijoux contemporains, au sens du mouvement, d'un mouvement à part de la production classique de bijoux, et qui apparaît dans les années 70 en rupture avec la production de la bijouterie classique, comme ça a été le cas en fait avec les artistes contemporains dont le mouvement est venu en opposition avec la période moderne. Donc juste... Ah non, tu peux tourner, ça peut revenir. Il n'y en a pas tant que ça non plus, mais... Donc en fait, l'idée si on prend le début du mouvement contemporain, tu m'arrêtes si il est bêtise, c'est l'historienne,
C'était une volonté d'être en rupture avec la joaillerie classique et un système de valeurs qui était basé sur le poids en carat, mais aussi son système symbolique et son rôle dans la représentation du corps, au sens biopolitique du terme, pour reprendre une notion de Foucault, et le biopouvoir comme une manière de contrôler les corps et sa représentation. La joaillerie est donc quand même principalement un signe de pouvoir et de statut social. Donc, après avoir fait cette séparation qui est un peu schématique, mais ce qui me permet d'aborder Faust, hein, puisque si on essaie de comprendre le travail de Faust, on ne peut pas réellement le faire en restant dans un ou dans l'autre, en fait, puisque son travail se situe de manière équivalente à la fois dans le bijou d'artiste, dans le bijou contemporain, et aussi dans l'art contemporain. Donc ce que moi je constate dans le travail de Faust, c'est que les sculptures, les peintures ou les bijoux procèdent d'un même système de production, avec un vocabulaire formel unique qui est basé sur la sédimentation, le recouvrement, la disparition et l'apparition des images, la combinaison d'éléments récupérés dans les objets du quotidien et des matériaux précieux. Donc le travail général de Giacometti, on peut le situer depuis plusieurs points de référence, mais il en parlera mieux, qui vont de la Rome décadente à l'arte povera, du baroque au minimalisme. Et donc là, je vais parler plus spécifiquement d'une œuvre en particulier qui à mon avis, peut-être tu peux venir sur cette pièce, voilà, qui est une œuvre séminale, comme on dit en art, pour dire une œuvre fondatrice, mais dans les différents sens du terme. Donc cette pièce qui s'appelle L'Égyptien est une œuvre, donc là on ne se rend pas compte, mais c'est une œuvre monumentale, puisque je ne sais plus elle est à échelle humaine en fait, un peu plus grande, voilà. Donc qui forme une sorte de retable, peut-être tu peux aller à l'autre image, qui est construit à partir du châssis d'une peinture de son père, donc c'est ce qu'on voit à l'arrière, sur laquelle a été placée une photo agrandie à l'échelle du tableau du sexe en érection de l'artiste. Je ne sais pas si on voit très bien, mais vous avez ça. Donc l'image, hein, évidemment, est littéralement noyée sur plusieurs couches successives de résine polyvinyle qui continue à s'évacuer en formant une flaque au sol. Donc cette pièce est commencée en 89, lorsque Faust peint d'abord un tableau qui s'appelle la Prénésia del Lago sur un châssis du père, et ensuite la peinture va être effacée en 94 quand l'artiste colle sur l'ancien tableau donc cette image de son sexe en érection. Donc il y a vraiment dans cette démarche-là le rapport au temps qui est aussi présent dans les bijoux de Faust, qui ont souvent plusieurs dates et plusieurs états. Donc ce qui est aussi important dans cette pièce, c'est que la résine polyvinyle qui recouvre l'image est mêlée à des poussières de métaux qui proviennent de la perte de ses activités de bijoutier. Donc cette limaille d'or, d'argent et d'aluminium qui résulte de la production des bijoux, qui habituellement est recyclée par les bijoutiers, raffinée et réintégrée dans d'autres bijoux, elle est ici aussi recyclée, sans être raffinée, mais dans la production des pièces plastiques. Ce qui montre une volonté de déhiérarchiser ces deux pratiques, d'artiste ou de bijoutier. Donc je vais m'arrêter quelques instants sur la notion de perte. Il y a aussi beaucoup de jeux de mots dans le travail de Faust. Et donc, revenir à une œuvre qui cette fois est la vraie œuvre séminale de Faust, qui est une performance solitaire réalisée dans le bois des Fées en Toscane, près de la maison familiale, durant laquelle l'artiste s'est masturbé. Et donc cette image-là est une image qui revient ensuite dans tout son travail. Donc on sait que la masturbation a longtemps fait l'objet d'une condamnation de la part de l'Église comme de la société, pas seulement en raison du plaisir solitaire qu'elle procure, mais avant tout parce qu'elle constitue une perte au sens biopolitique du terme, en déviant le sexe de sa fonction reproductrice. Donc là je cite encore
que la Foucault. luxure, c'était pour la même raison. La luxure, c'est la même raison. C'est déviant. Ça ne rend pas pur. La Oui. luxure ne rend pas pur. Ça, on le sait depuis longtemps. Donc maintenant, je vais continuer sur un auteur que Faust cite souvent, qui est Pascal Quignard, qui évoque dans son ouvrage Le sexe et l'effroi les liens qu'il y a entre le sexe érigé et l'origine de la statuaire. Donc on voit aussi déjà dans cette pièce à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la sculpture et de la peinture, et sur lequel, dans le texte de Quignard, lui, il revient sur le terme grec de phallus, en essayant de voir, en se rendant compte en fait que la notion de phallus n'existe pas chez les Romains, qui préfèrent un autre terme qui est le fascinus, pour décrire le sexe masculin en érection. Et donc de ce terme découle à la fois le terme de fascination au sens de pétrification, donc qui est aussi un élément qu'on retrouve beaucoup chez Faust. Voilà. Et donc à l'arrière de la pièce, on a les éléments qui permettent de comprendre un peu tous les différents niveaux de superposition des éléments, puisqu'on voit à la fois le châssis, en miniature, l'image qui est reproduite en diapositive, qui est reproduite à l'avant de la pièce. Donc en fait, dans toutes les images que vous avez vues avant d'artistes contemporains, en fait là je me suis arrêté uniquement sur la représentation. Ouais. Non, pardon, non, reste là. Non, mais en fait, là je suis resté uniquement sur la représentation du phallus et du vagin, sachant que c'est vraiment un motif, on le voit, qui parcourt toutes les époques. Alors, je ne rentre pas dans les différentes interprétations possibles des différentes œuvres. En tout cas, c'est un motif qui est vraiment assez permanent. Peut-être on revient sur Faust, je suis désolé. Donc maintenant, en fait, je voudrais faire le lien entre la pièce dont je vous ai parlé juste avant et donc cette pièce, voilà, la Chimera Aretina Parigina, qui est faite entre 1997 et 2007. Donc Faust va montrer l'étape de 97 dans son intervention. Donc qui pour moi est en quelque sorte le pendant en bijoux de la pièce dont je viens de parler. On retrouve des éléments constitutifs similaires, la forme phallique, dédoublée à l'extrémité de la pièce. Là, si on voit en haut, il y a comme deux petits phallus. La résine polyvinyle, qui cette fois est figée, mais on voit bien qu'il y a eu un processus d'écoulement et qui forme une sorte de stalactite. Et une forme qui quand même évoque potentiellement un vagin à double clitoris. Donc le titre en fait donné par l'artiste fait référence à la Chimera d'Arezzo, qui est un animal mythique dont une sculpture est conservée au musée archéologique d'Arezzo en Italie, là où il partage, il vit entre Paris et cette région. Et donc dans l'animal, dans la chimère, il y a vraiment cette idée d'hybridité entre différents éléments et qu'on retrouve aussi ici. Dans ce rapport en fait aussi à la posture de l'artiste et du bijoutier. Alors maintenant je vais revenir sur la question qui a été posée sur la question de la représentation sexuée. Alors que je n'ai pas pris au sens de la représentation de la sexualité, qui est aussi un autre motif qui est omniprésent dans l'art, mais du corps sexué et du fragment métonique qui détache l'organe du reste du corps. Donc comme on a vu dans les pièces de la période moderne et contemporaine,
Et comme elle en a parlé aussi, quand tu en as parlé dans son intervention, en fait, il y a vraiment une fracture au moment des religions monothéistes, à mon sens, enfin, en tout cas dans l'histoire de l'art, et ça revient un peu après. Pour engager la discussion sur les raisons pour lesquelles, bon, elle a montré quelques exemples avec Carole Deltan et Sophie, pardon, mais c'est relativement très peu fréquent en fait le motif dans la bijouterie généralement et dans le bijou contemporain, même si ça commence, alors que c'est un motif extrêmement présent dans l'art. Donc la question était de savoir un peu pourquoi éventuellement c'est problématique dans le bijou. Donc pour moi j'ai mis 3 hypothèses qui sont évidemment discutables et qui j'imagine qu'on va en discuter. Donc tu en as un peu parlé, mais le bijou a entre autres pour fonction d'attirer le regard vers les parties désirables du corps. Donc il joue potentiellement un rôle dans la constitution du désir, et à ce titre se doit d'attirer sans détourner le regard de l'objet réellement convoité, à savoir le corps qui l'ornemente et qui l'accessoirise. Le deuxième sujet qui à mon avis est plus effectif, hein, c'est le bijou comme un objet public, puisque c'est censé être un objet exposé quand il est porté dans l'espace public, hein, lieu par excellence de l'interdit du sexe. Comme vous le savez, l'exhibition sexuelle est un délit, et par exhibition sexuelle, j'entends la simple nudité, même si le corps, justement, a été utilisé par les féministes pour rappeler au pouvoir que leur corps leur appartient. Et on le voit vraiment de manière très flagrante aujourd'hui avec, entre autres, les Femen et d'autres mouvements qui réutilisent le corps comme étendard politique. Ensuite, une autre question qui peut-être qui correspond à ce dont tu as parlé pour Carole Deltan par rapport à l'exposition, qui était à la fois visible depuis l'extérieur, donc qui posait problème d'espace public, mais aussi problème de la catégorisation des bijoux, qui est un objet d'art décoratif, hein, et à ce titre échappe aux libertés dont bénéficie l'art en termes politiques, de transgression des tabous, de provocation. Comme tu l'as fait. Il aime les bijoux de faux. Je crois que là vous envoyez un bijou très, vous voyez, il y a une forme de poignard, donc très tranchant, quelque chose de très combattant, mais qui soit un objet de séduction. Alors, quelque part d'ailleurs, moi quand je le vois, il faudrait que vous le voyez en vrai, parce que ça pourrait presque, les deux phallus pourraient être 2 petites antennes d'escargot, vous voyez, ça peut être complètement détourné. Alors qu'en réalité, quand vous le voyez, puisque nous on sait un peu que là ça dégouline de sperme, il y a 2 bits, c'est tranchant. En réalité, on est vraiment dans ce bijou de parade, hein, il met son arme, il est visible, et il est dans un bijou de combat. Et c'est pour ça qu'il avait créé une salle qui était réservée, bijou de combat, bijou de parade, où étaient essentiellement placés les bijoux de Faust. Parce que dans la pensée de Frédéric, il faut bien voir que dans les messages de séduction, il y a 2 messages. Il y a le message très léger, très fleur bleue, très séducteur, mais on doit, bien sûr qu'il y a de la séduction, mais ça ne doit pas être trop dit, trop montré. Et il y a des objets ou des bijoux qui vont être beaucoup plus directs, qui arment le corps. Et alors, dans le milieu homosexuel, ces objets ont été très présents. Maintenant, la mode fait que ça a un petit peu changé. Alors, dans le milieu lesbien, il y avait des codes pour se reconnaître, et notamment le petit bracelet de cheville. Et dans le milieu homosexuel, alors Frédéric m'a expliqué qu'il y avait des codes liés à des mouchoirs. Et qu'on mettait dans son pantalon. Et en fonction de la couleur du mouchoir, on savait si on était, ou des bandanas, je ne sais pas c'est quoi, si on était actif, passif, cuir, alors là je mets
pas jusque dans le détail, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, c'est du message de séduction très direct. Hein. On est vraiment dans la parade. Et quelque part, voilà, ce type de bijou appartenait plus à cette logique très directe d'un bijou plus de combat. Alors, ce qui nous intéresse aussi, nous, de savoir, c'est dans quel combat travaille Faust. Et le but, c'était donc qu'il nous explique pourquoi il est tant lié à cette sexualité. Ce qui est intéressant, vous avez bien compris qu'il a travaillé sur le tableau de son père. Donc, ça, pour la psychanalyse, ça ne serait pas inintéressant. Hein. Et pourquoi, en permanence, il s'est associé deux choses, à savoir le précieux. Il a besoin du précieux dans le bijou, il se raccroche au précieux. Moi, avec un travail qui est très souvent lié sur les pierres, et en même temps, vous voyez, le précieux, le sertissage, qu'on voit quand même que ce soit du bijou, et bien en même temps quelque chose de très baroque et très accumulé, très axé, très composé. Je suis en train de vous parler sous la voix de Frédéric. Et pour Frédéric Baudet, quand il voit les bijoux de Faust, justement, ce qui pourrait être répulsant pour certains, c'est-à-dire la résine, le sperme, c'est le lien. Et c'est le lien qui va être le lien dans le temps aussi, puisque ces bijoux, comme ces œuvres, il peut les refaire et les continuer. Et ce bijou-là, en l'espèce, on est un exemple. Et alors la chance qu'on a avec Faust, c'est qu'on va avoir la photo avant et la photo après. Ouais. Voilà, je passe le... Est-il un combattant de la séduction ?